Donc moi je suis Michael Marcel, je co-dirige l'agence Mieuxken depuis 2006. Le métier de l'agence en fait c'est de créer des expériences interactives pour des marques principalement. On va se retrouver dans des secteurs tels que évidemment la communication, le marketing et l'événementiel, qui sont nos secteurs de prédilection. Et on va principalement utiliser la réalité virtuelle, ça c'est pas forcément un scoop étant donné le salon dans lequel on est, et la réalité augmentée. Et l'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une expérience que l'on a fait pour les vodkas Poliakov, qui comme le nom ne l'indique pas est une marque française. Alors, donc voilà, une entreprise qu'on a créée en 2006. On a commencé à s'intéresser, à fabriquer nos premières applications de réalité augmentée en 2009 et la réalité virtuelle, comme beaucoup d'entre nous, à partir de 2014 avec l'Oculus Rift. Une grande partie de notre métier, finalement, c'est vraiment le conseil qu'on va apporter à nos clients, que ce soit les marques ou que ce soit les agences. Parce qu'on a une opportunité assez incroyable avec la réalité virtuelle, c'est que ça marche à peu près tout le temps. C'est-à-dire que vous pushez n'importe quel type de contenu, surtout en 3D d'ailleurs, et ça va fonctionner. C'est-à-dire que le public va s'en emparer, il va trouver ça assez merveilleux, assez rapidement. C'est aussi un piège dans la mesure où on a une potentialité de faire rapidement gadget. Donc il faut vraiment apporter à chaque fois le bon produit, la bonne expérience, la bonne sensation, en fonction vraiment d'un objectif qui a été clairement défini par le client. Nous, on se distingue aussi dans la mesure où on a l'intégralité des forces de production dans l'agence, c'est-à-dire qu'on a des infographistes 3D, directeurs artistiques, ingénieurs, chefs de projet, etc. Alors, le panel de clients, on a plutôt des grands comptes et qui se répartissent avec des secteurs très, très variés finalement. On va trouver presque un peu de tout. C'est une volonté chez nous de ne pas s'enfermer dans un secteur de marché particulier. Et on va travailler avec à la fois des agences événementielles ou agences de communication et des clients parfois en direct. Alors, Poliakov, on a commencé à travailler avec eux en 2015. Donc, c'est une marque qui est leader sur le marché français et qui a un rayonnement en croissance à l'international. Ils ont une problématique, c'est de renforcer l'image de marque autour de la simple vodka, c'est-à-dire à côté du simple produit festif qu'est la vodka qu'on va consommer en cocktail ou autrement. Donc de vraiment travailler sur la construction d'une image de marque, et ils veulent que ce soit construite autour de plusieurs piliers que sont un univers futuriste, un univers glacé et par des vecteurs qui sont technologiques. Donc en 2015, on a fait l'Icebreaker Challenge, qui était une opération en réalité augmentée. Donc on a privatisé un mall. Et on a fait une OP où, en gros, c'était un simulateur de Dragon Ball Z. Donc, il y avait des ennemis qui apparaissaient. Et je devais faire différents gestes pour déclencher des pouvoirs. Et après, pour pouvoir, justement, libérer la pauvre bouteille de Poliakov qui était au centre, là, tac. Et on avait des monstres qui arrivaient un petit peu partout. Alors, le but, c'était pas forcément de faire cette opération-là. C'était plutôt de faire la vidéo que l'on a faite et qui a, du coup, été vue un peu plus de 500 000 fois. L'année suivante, le projet était très différent parce que déjà, on est parti évidemment sur de la réalité virtuelle. Mais le brief, surtout, c'était vraiment de raconter une histoire cette fois. C'était vraiment de travailler sur cette question de l'image de marque beaucoup plus. Pour ce faire, on a véritablement créé un jeu vidéo avec plusieurs niveaux. On a créé un storytelling, un storytelling vraiment complet, avec un début, une fin, évidemment, c'est mieux avec un storytelling. L'expérience était faite sous HTC, donc on avait quelque chose qui était, comme c'est un jeu évidemment, qui était très interactif et qui allait très bien correspondre à leur public cible, qui était quand même relativement jeune. Hein, toujours au-dessus de 18 ans, je vous rassure. Il s'agissait cette fois d'un événement privé, dans la mesure où on a misé pour la réalisation des films qui ont suivi cette opération sur un principe de réalité mixte, qui est une fusion entre ce qu'est en train de vivre le joueur et le joueur lui-même. Donc en gros, on filme les gens sur fond vert et on les réintègre dans ce qu'ils sont en train de vivre. L'un des problèmes de la réalité virtuelle, c'est qu'on a des difficultés en fait à la présenter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une retransmission de ce que l'on voit dans le casque, très bien, mais c'est pas forcément toujours agréable à regarder. Vous avez quelqu'un qui tourne la tête dans tous les sens, des fois c'est un peu bizarre. Alors que si vous voyez cette personne directement dans l'univers qu'il est en train de vivre, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc c'est ce qu'on a fait.
Alors, je vais vous présenter pendant que je parle. Hop. Voilà, donc là c'est le premier film que l'on a... Ça c'est le premier des 3 films de la saga. Chaque film en fait avait un objectif en termes de positionnement d'image de marque. Celui-là, le premier, travaille vraiment autour des notions d'univers futuriste. On est dans un vaisseau spatial. L'histoire globalement, on a repris un peu celle d'Alien, c'est-à-dire qu'on se réveille, on est dans un cryotube. Et l'ordinateur de bord a reçu un signal curieux sur une planète, il va falloir aller l'explorer. Et donc on se réveille là-dedans, donc les joueurs évoluent dans le vaisseau, on leur demande de s'équiper, de prendre leurs armes, voilà. Là ça permet de présenter le film en réalité mixte, donc voilà, c'est typiquement ce genre de plan. Donc on a la personne qui est directement dans sa simulation, et donc ça permet de vraiment voir ce qu'ils sont en train de vivre. Donc là ils ont toute une phase d'exploration dans laquelle ils vont changer de pièce, ils vont du coup découvrir un petit peu plus sur l'histoire, parce qu'il y avait toute une sonorisation donc avec une voix off qui explique ce qui est en train de se passer. Voilà, donc ça c'est les piliers effectivement de l'opération. Alors, je vais passer directement à la deuxième. La deuxième vidéo, elle avait pour objectif vraiment de plus parler de la marque elle-même. Donc là, on est clairement sur le côté glacé, dans le sens où voilà, il est demandé à la personne de sortir et de partir explorer justement la source de ce signal visiblement intelligent que l'on a reçu. Et donc on va se retrouver à devoir être complètement dans la banquise, dans une caverne de glace, qui est voilà, complètement dans les univers Polyakov, où en plus évidemment on va pouvoir s'amuser à shooter les différents stalagmites et les différents éléments qu'on propose. Et on va se retrouver dans une espèce de grand cratère où on a cette source de signal qui se trouve d'ailleurs ressembler très pour trait à une bouteille de Polyakov. Voilà, donc on va la déclencher et après donc on a été jusqu'à finalement donner corps au logo le logo Polyakov qui est un aigle. Et on l'a remodélisé après en 3D pour que les gens puissent jouer avec. Alors l'une des difficultés de ce projet au niveau de l'écriture, c'est que on est très fortement contraint par des piliers de la marque. Évidemment, le but c'est de partir de ça. Il faut pouvoir réintégrer absolument une bouteille de Polyakov, ce qui n'est pas forcément toujours évident dans un univers futuriste. Et il faut après imaginer tout un bestiaire d'ennemis que l'on va devoir affronter. Tac. Pour cette expérience, on a misé sur une qualité d'image qu'on a vraiment essayé de rendre la plus réaliste possible, dans le sens où on a utilisé, alors pour ceux qui connaissent, on a utilisé l'Unreal Engine, qui est en gros l'un des plus gros moteurs de développement de réalité virtuelle et qui nous permet assez naturellement d'obtenir des images particulièrement réalistes avec des simulations de lumière qui sont véritablement très, très chouettes, qui est un véritable enjeu de l'immersion en réalité virtuelle, dans le sens où plus l'image est réaliste, évidemment plus le joueur et plus la personne y croit et du coup va être captive. Alors, un travail sur les images, on a évidemment dû faire un travail sur le sound design pour avoir une expérience globale. Le but de tout ça, c'était d'arriver au film 3, donc là où le film 1 allait avoir tendance à présenter l'univers futuriste, le deuxième, on est sur les images de marque entre la glace, la bouteille, l'aigle. Le troisième, c'est vraiment une phase d'action. Donc on va vraiment jouer sur le dynamisme et du coup on leur propose toute une phase de jeu où on a vraiment développé un gameplay. Donc là il faudra prendre ses armes, il faut les recharger, il faut viser. Si on vise la tête ça marche mieux. Tac. Alors on avait fait en sorte quand même qu'ils ne puissent pas gagner. Dans le sens où le but, il faut qu'absolument l'aigle Polyakov qu'ils ont délivré lorsqu'ils ont touché la bouteille revienne sur scène pour venir les aider à libérer tous les monstres. Donc l'expérience qui est proposée d'ailleurs sur le stand de Myoken, que l'on peut revoir, on a revu le gameplay pour que cette fois on puisse quand même gagner. Que ça se termine pas toujours de la même manière, parce que je comprends que ça peut être frustrant à un moment.
Et donc à la fin de l'expérience, évidemment, on arrive au bord à la source du signal, et on rencontrait cette espèce de congrégation d'aigles avec la source de signal, et on avait délibérément imaginé une fin ouverte, qui permettait d'ailleurs de rebondir, comme on l'avait fait en 2015, on avait globalement reparti de la problématique des golems de glace, et là on a repris ces golems de glace, on a réécrit une histoire, et on a laissé une fin ouverte au niveau du troisième volet, pour pouvoir imaginer potentiellement une suite. Alors oui, effectivement, j'ai pas traîné. J'espère que vous avez des questions. Ça, c'est les résultats de l'opération. On avait un budget à peu près équivalent, un petit peu supérieur, mais pas beaucoup, à l'année 2015. On a fait du coup 930 000 vues, c'est-à-dire un peu plus de 400 000, un peu plus de 400 000 de plus, avec une augmentation de la qualité des vidéos qui était très supérieure. Donc 80%, ça c'était pas mal, on était assez contents. Une répartition qui était relativement équilibrée entre toutes les vidéos, parce que la vidéo commençait par par un teaser qui était fait en vidéo 360 et qui avait été diffusé par un kit presse, donc avec des cardboards qui étaient complètement brandés Polyakov et qui ont été distribués aux influenceurs, aux journalistes, pour pouvoir vraiment présenter l'opération qu'on était en train de montrer. Donc il y avait finalement 4 films, le teaser 360 et après 3 films en réalité mixte. La vidéo qui a le mieux marché, c'est celle où il y a les phases de gaming, mais après voilà, c'était relativement équilibré, et on a réussi à avoir ce chiffre aussi avec une forte activation Facebook, parce que Facebook, avec un budget qui était extrêmement minimum, a représenté 40% quand même du trafic, et l'autre évidemment c'est pour YouTube. Donc voilà pour l'opération Polyakov que nous avons menée en 2016. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. La question c'était par rapport au budget. Qu'est-ce que ça représente comme budget pour les vidéos 2 et 3 en fait? Alors je ne pourrais pas vous dire combien de budget pour 2 et 3, puisque je peux vous dire une enveloppe globale. Ce genre d'expérience va nécessiter des budgets qui sont de l'ordre 30 ou 40K. Donc voilà. Alors après, vous avez évidemment... Là, il y avait 4 films dans cette thématique-là, quoi. Et comment vous avez procédé pour la mise au point du jeu techniquement et au niveau de l'équipe, tout ça, etc. Alors nous, on intègre... les clients ont vraiment été intégrés très tôt dans les phases de jeu, c'est-à-dire que, comme tout développement de jeu, finalement, on commence par faire un proto. Donc c'est-à-dire qu'on avait déjà des ennemis basiques, on a réglé toutes les problématiques techniques avant de faire la couche de créa. Après, on a dispatché des zones de spawn, et puis du coup, c'est des points de vie qui sont sur les différents ennemis. Après, on définit des zones chaudes, c'est-à-dire que si vous tirez dans la tête, il éclate plus facilement que si vous tirez dans le bras, ou si vous tirez dans les pieds ou dans le torse. Et on a après imaginé tout un système de vagues. C'est-à-dire qu'au départ, c'est très cool, histoire qu'ils aient vraiment le temps de pouvoir tirer. On a fait en sorte des fois de concentrer l'action du joueur devant, pour qu'il oublie ce qu'il y avait derrière, histoire que des fois, il y a un énorme monstre qui vient et qui se met à hurler, ce qui fait que les gens, naturellement, se retournent et crient parce qu'il y avait un monstre derrière eux. Donc le gameplay, il était pas tant fait pour que les gens s'amusent, enfin un peu quand même, mais il était fait pour le film. C'est-à-dire que tout ce que l'on a fait là, dans ce jeu, il était fait pour le film. Donc la difficulté, c'était de trahir des éléments de gameplay, des fois pour limite créer de la frustration, c'est-à-dire des moments d'attente, pour que dès l'instant qu'il se passe quelque chose, on ait la réaction appropriée. Votre jeu, on le retrouve sur une plateforme ou à l'heure actuelle? C'est-à-dire on peut jouer avec ou... Alors le jeu n'est pas diffusé pour la simple raison qu'il est la propriété de la marque. En fait, donc là, il est jouable sur le stand, mais non, il n'est pas diffusé sur Steam. En fait, c'est un jeu vidéo dans le sens où on a eu toute la chaîne de production d'un jeu vidéo avec tous les intervenants.
Ce n'est pas un jeu vidéo dans le sens où il n'est pas suffisamment terminé et pas suffisamment long pour être diffusé sur une plateforme. Dans le sens où c'était pas l'objet, le produit fini, c'était de faire des films et donc de faire l'opération et donc de faire de la visibilité avec les codes du client.